Il était tôt le matin, et le ciel n'était pas encore bleu. Des arbres d'automne dénudés bordaient Summit Ridge, leurs branches squelettiques se balançant doucement dans le vent froid. Dans son SUV noir, NPR jouait doucement, suffisamment paisible pour endormir l'auditeur. Lena Whittaker, 38 ans, serrait une tasse à café en acier d'une main en conduisant, l'autre ajustant la ceinture de son manteau. Elle avait pris l'habitude de commencer sa journée plus tôt que ses collègues mi-discipline, mi-instinct. Elle préférait éviter les escaliers du matin, la question tacite qu'il posait, « Que fait quelqu'un comme toi dans ce quartier ?» Son SUV traversait une intersection déserte lorsque soudain, des feux rouges et bleus clignotèrent dans son rétroviseur. Lena se gara calmement, ses mains restèrent fermement sur le volant, même en plissant les yeux. Elle n'avait pas grillé de feu rouge, ne roulait pas trop vite, elle n'avait pas de téléphone à la main, aucune infraction visible et aucune autre voiture sur la route. Juste elle et le policier. La vitre s'abaissa et une bouffée d'air froid s'engouffra. Un policier blanc d'une quarantaine d'années, lunettes de soleil et regard critique, se pencha vers elle. « Bonjour. Permis et carte grise, s'il vous plaît. » Lena les lui tendit, la main droite ferme, la gauche tenant sa tasse. Il jeta à peine un coup d'œil aux documents avant de demander, « Alors, qu'est-ce qui vous amène dans ce quartier si tôt ?»« Je vais au travail, » répondit-elle en inclinant la tête comme si elle avait mal compris sa question. Sa réponse ne lui plut pas, on a une circulation inhabituelle par ici ces derniers temps. Les gens ne traversent généralement pas Summit Ridge, sauf s'ils manigancent quelque chose. Tu habites ici? Elle ne le savait pas, même si elle habitait à proximité et travaillait pour une agence qu'il avait du mal à imaginer. Dans sa paume, sa bague en argent tournoyait une fois où une habitude silencieuse censée la maintenir calme. C'était son 3e arrêt cette année, chaque fois avec une excuse différente, mais la même raison sous-jacente. Elle connaissait le scénario, répondre trop vite, et on vous soupçonne de cacher quelque chose, exprimer sa frustration, et on vous traite d'agressif, garder le silence, et on vous juge peu coopératif. « Je suis en route pour le bâtiment fédéral sur la 48e ouest, » dit-elle lentement. Il haussa un sourcil et lui fit un scan complet du corps. « Pourquoi quelqu'un voudrait-il qu'elle travaille là-bas ?» Lena soutint son regard, aucune peur, aucune réaction, juste un calme d'acier. « Ça vous dérange si je jette un œil à l'intérieur du véhicule ?» a-t-il demandé. Elle laissa la question flotter dans l'air frais du matin. Ce n'était pas vraiment une demande, mais une épreuve de patience, de peur, de ce qu'il pouvait faire sans que quelqu'un ne s'exprime. Elle se tourna vers lui avec un calme acquis. « Y a-t-il une raison légale à une perquisition ?» demanda-t-elle, délibérée plutôt que provocatrice. Elle connaissait ses droits mieux que lui les siens. Sa mâchoire se crispa. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle parle le langage juridique aussi couramment. Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, vers la banquette arrière, puis de nouveau vers son visage, cherchant une explication qui n'existait pas. « C'est la routine, » dit-il. Avec tous les carjackings ces derniers temps, on nous demande de surveiller tout ce qui est anormal. Elle sourit presque. L'excuse était toujours vague, suffisamment officielle pour être invoquée devant un tribunal, suffisamment fragile pour disparaître si on insistait. Elle ne répondit pas. Ce qu'il n'avait pas vu, c'était la discrète caméra embarquée près de son tableau de bord, enregistrant chaque seconde depuis que ses phares s'étaient allumés. Elle n'avait rien touché. C'était le protocole habituel pour les enquêteurs internes comme elle, pas de mouvement brusque, pas de négociation, juste laisser la vérité éclater devant la caméra. Lena travaillait au bureau de la responsabilité interne du FBI, où elle enquêtait sur les fautes professionnelles au sein des forces de l'ordre. Elle visionnait des images de caméras, découvrait des failles dans les caméras piétons et démasquait des infractions au règlement dissimulées dans des documents. Au fil des ans, elle avait monté des dossiers contre des agents qui lui ressemblaient comme deux gouttes d'eau, certains charmants, d'autres négligents, tous convaincus que personne ne les observait. Mais elle observait, et ce n'était pas un hasard. Le rendez-vous du jour était une réunion à huis clos au bâtiment fédéral, ironiquement pour discuter du renforcement de la responsabilisation dans les commissariats de banlieue. Elle leva les yeux vers l'agent, toujours là, prenant son silence pour une insulte personnelle. « Si vous souhaitez dresser une contravention, » dit-elle finalement d'une voix égale et presque douce, « je serais ravi de la contester formellement. » Il recula, agacé et incertain. Il pouvait envenimer la situation à appeler des renforts, la taxer de peu coopérative ou laisser tomber et faire comme si cette matinée n'avait jamais eu lieu. Sa main plana près de sa radio. Lena nota mentalement le mouvement, puis ne dit rien. Elle se pencha ni brusquement ni menaçante et appuya du pouce sur un petit bouton plat sous la colonne de direction.
Un signal silencieux parvint directement à Bureau Système, horodatage, localisation, une alerte codée indiquant que la situation avait dépassé les bornes. De retour au siège, quelqu'un venait de la recevoir. Lena resta immobile quelques secondes encore, s'accordant un peu de répit. Son café, tiède depuis longtemps, était resté intact. Son pouce s'attarda sur le bouton, non par peur, mais par calcul, au sachant quand attendre, quand parler, quand rappeler à quelqu'un qu'elle n'était pas une simple silhouette au volant. Elle jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. La voiture de patrouille n'avait pas bougé, aucun renfort n'était arrivé. Il se demandait encore quel genre de matinée il allait passer. La formation de Lena n'avait pas abordé directement ce genre de situation de rue, mais son instinct était affûté. Elle avait interrogé plus de 50 policiers suspendus pour mauvaise conduite, mémorisé leurs micro-expressions, la mâchoire crispée, le pas, le langage codé qui précédait toujours les mauvaises décisions. Elle n'avait pas peur de Dinley, pas vraiment. Elle avait peur de ce qu'il représentait, le sentiment d'avoir droit à quelque chose, la présomption de culpabilité qui privilégiait la peau avant la parole, la conviction que l'autorité n'avait pas à se justifier quand personne d'autre ne regardait. Il retourna enfin à sa fenêtre, une pointe de certitude suffisante dans le regard. Tout semble en ordre, dit-il, tout en lui refusant son permis. Je fais juste attention, vous savez, avec tout ce qui se passe dans l'actualité ces derniers temps. Sa voix était ferme. Vous m'avez arrêté sans raison. Ce n'est pas de la prudence. C'est du profilage. Il s'est hérissé. Madame, j'essaie simplement d'assurer la sécurité de la communauté. Sur le mot qu'ils utilisaient toujours pour justifier le contrôle. Sûreté signifiait silence. Sûreté signifiait obéissance. Et Lena Whittaker ne voulait ni l'un ni l'autre. Et quand quelqu'un comme elle ne se conformait pas exactement à leurs attentes, la sécurité devenait l'excuse pour escalader la situation. Vous avez vu ma carte d'identité, dit-elle d'un ton plus froid. Vous avez mon immatriculation. Vous avez inspecté mon véhicule. À moins que vous ne prévoyiez de porter plainte, je vous suggère de me rendre mon permis. Il hésita. L'instant avait trop duré. Son autorité s'effritait lentement, subtilement, mais Lena le sentait. C'est ce qui arrive quand un système fondé sur l'instinct rencontre quelqu'un qui connaît les règles mieux que ses exécuteurs. Puis, comme pour reprendre le contrôle, il jeta un nouveau coup d'œil vers le siège arrière. « Qu'est-ce qu'il y a dans cette valise » demanda-t-il en désignant d'un signe de tête la mallette noire rigide à côté de la sacoche de son ordinateur portable. « Des documents » répondit-elle calmement. « Puis-je y jeter un œil » Il haussa un sourcil. Elle soutint son regard avec un silence inflexible. Il y avait là une tension qui dépassait ce simple contrôle routier. C'était institutionnel, historique. Son père lui avait appris, adolescente, ce qu'il fallait faire quand et non si elle était arrêtée. Son frère n'avait pas eu cette chance. Une simple contravention s'était transformée en arrestation. Cette arrestation lui avait volé 2 années d'université, accumulé des frais de justice et lui avait laissé un casier judiciaire permanent. C'est ce qui la faisait bouillir, non pas le désagrément ni le manque de respect, mais le fait que ce n'était pas une erreur. C'était une habitude. Son silence était plus éloquent que n'importe quel cri. Riley changea de position. « Où as-tu dit que tu travaillais ?»« Je ne l'ai pas fait, » répondit-elle. Encore un long silence. Puis il lui rendit son permis. « D'accord, » dit-il sans s'excuser, juste un soupir. « Conduisez prudemment. » Elle prit le permis et le rangea sans un mot. En se rangeant sur le bas-côté, Lena ne s'élança pas. Au lieu de cela, elle conduisit lentement, délibérément, laissant sa voiture de patrouille rétrécir dans son rétroviseur. Elle savait qu'il l'observait, les hommes comme lui l'observent toujours jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus. 5 minutes plus tard, elle arrivait au parking sous le bâtiment fédéral. Le gardien à l'entrée la reconnut instantanément. « Bonjour, agent Whittaker. »« Bonjour, » répondit-elle. Et tandis que la barrière se levait, elle sentit ses épaules se détendre légèrement. La pression ne disparut pas complètement, cependant. Pas encore. Elle s'est garée, a coupé le moteur et s'est installée dans le silence du SUV. Prenant son téléphone, elle a ouvert l'application d'enregistrement sécurisé connectée au système interne du bureau. Elle a téléchargé la vidéo du contrôle, la classant sous « Interpellation injustifiée, commissariat de banlieue 6A », et a ajouté une note « Le suspect n'a pas invoqué de motif légal, a manifesté une résistance à la clarté de la procédure,
La vidéo de la caméra embarquée était active pendant toute la durée du contrôle. Le rapport ne trahissait aucune colère, juste les faits. La vérité n'était pas toujours criante. Parfois, elle attendait simplement, documentée, datée et prête. Lena n'avait pas prévu de mentionner l'arrêt. Elle le faisait rarement. Ce genre de rencontre restait discret ou trop insignifiante pour susciter l'indignation, trop fréquente pour être rapportée. Mais quelque chose dans son sourire narquois, dans sa façon de dire, conduisait prudemment, comme s'il avait encore le dernier mot, la marqua plus longtemps qu'elle n'aurait dû. Elle porta ce poids avec elle dans l'ascenseur, franchit les portes de sécurité et entra dans la salle de réunion vitrée où 3 autres agents attendaient déjà. S'asseyant, elle ouvrit son ordinateur portable et récupéra le fichier. La vidéo avait déjà été téléchargée, horodatée et synchronisée avec son identifiant. Le premier tournant ne vient pas de ce qui est arrivé à Lena, mais de ce qu'elle a décidé d'en faire. À 8h06, elle a transmis les images à l'agent spécial responsable Deborah Klein avec un message simple, incident sur le terrain de surveillance. Revue suggérée. Correspondance possible. Deborah était dure, vivait, surtout, blanche. Elle a répondu en moins de 5 minutes, « Je vais porter l'affaire à la supervision. » « Ça va ?» Lena répondit, « Je vais bien. » À midi, l'équipe des affaires internes du bureau avait été informée, non pas à cause d'une scène de Lena, mais parce que son contrôle en faisait écho à 2 autres effectués au même commissariat, tous 2 impliquant des professionnels noirs conduisant à Summit Ridge ou à proximité. Aucun n'avait déposé plainte, mais tous disposaient de preuves par caméra embarquée. Le cas de Lena, cependant, était différent. Elle était des leurs, et cela a tout changé. Le deuxième tournant est venu d'une source indépendante de la volonté de Lena. Dinley ignorait totalement que son interpellation spontanée allait atterrir sur le bureau d'un supérieur hiérarchique supérieur à tous ceux auxquels il avait déjà répondu. Vers 13h30, il reçut une mise en demeure officielle d'un agent de liaison du bureau lui demandant des éclaircissements sur une interpellation matinale impliquant un agent fédéral. On lui a demandé de soumettre un rapport écrit dans les 24 heures. Au début, il n'a pas paniqué. Il s'est dit qu'il pouvait parler d'une patrouille de routine, d'une situation mal interprétée. Mais lorsqu'il s'est connecté au portail et a constaté que le horodatage correspondait à celui de Lena Whitaker, son estomac s'est noué. Il avait vu son nom dans une note du service sur les protocoles relatifs aux préjugés raciaux. Il a arpenté la pièce pendant 15 minutes avant de s'asseoir pour rédiger son rapport. Il n'a pas menti ou du moins pas complètement, mais il a omis la remarque sur le mauvais quartier et a évité de mentionner sa demande de fouiller son véhicule sans motif valable. Il l'a plutôt décrite comme calme, peu coopérative, et a justifié ses actes par prudence compte tenu de l'augmentation de la criminalité dans le quartier. Il pensait que le langage vague lui permettrait d'éviter les conséquences. Le troisième tournant est survenu lorsque la vidéo a été diffusée à voix haute. À 16h10, le comité d'examen interne du FBI s'est réuni à huis clos. Lena n'était pas présente, mais sa voix était calme, voire aiguë. Ce n'est pas de la prudence. C'est du profilage, a-t-elle dit, comme une balle silencieuse. Ils regardèrent en silence, non pas parce que la vidéo était dramatique, mais parce que c'était une routine, et cela ne faisait qu'empirer les choses. Ils virent le moment où le pouvoir passa de l'autorité tacite à la retenue consciente. Lena n'éleva jamais la voix. Elle ne montra jamais son badge. Elle n'en avait pas besoin. Sa présence, son silence, son refus d'exécuter le script qu'on attendait d'elle, telles étaient ses armes. À 17h, le Conseil avait pris 3 décisions. 1. Vérifier l'historique des arrêts de Dinley au cours des 12 derniers mois. 2. Informer le commandant de l'arrondissement d'un examen éthique en cours. 3. Je recommande d'utiliser les images de Lena dans un nouveau module de formation, les biais en pratique, reconnaître les modèles non évidents. Lena n'en entendit parler que le lendemain matin. À son arrivée à son bureau, Deborah lui tendit un dossier scellé. À l'intérieur se trouvait une note intitulée « Action interne confidentielle », mentionnant son nom comme collaboratrice terrain et détaillant les recommandations du comité de surveillance. En bas, une note manuscrite disait « Vous avez fait ce qu'il fallait ». Le silence compte aussi. Lena ne souriait pas. Elle ne se sentait pas victorieuse, juste mesurée, un peu plus lourde, mais pas seule. Elle laissa le dossier sur son bureau et se dirigea vers la fenêtre. En contrebas, la ville évoluait lentement, des gens traversaient les rues, des bus sifflaient à l'arrêt, des vélos zigzaguaient entre les voitures, rien de remarquable. Mais pour la première fois depuis longtemps, Lena s'autorisa à croire que peut-être, juste peut-être, le silence idéal pourrait changer les choses.
Après tout, tout a commencé avec une simple vidéo, mais ce n'est pas tout. Une semaine après la transmission des images du contrôle de Léna, une équipe d'analyse interne a relevé une tendance inquiétante, même commissariat, même quartier, même heure. Les agents ont changé de poste, leurs excuses ont évolué, mais les cibles sont restées inchangées. Les conducteurs noirs, surtout les femmes, étaient plus souvent contrôlés près de Summit Ridge que partout ailleurs en ville. Aucun de ces contrôles n'a abouti à une arrestation, aucun n'a permis de découvrir de la contrebande, et pourtant chaque contrôle était enregistré comme « préventif ». Ce mot est devenu leur bouclier. Léna regardait les chiffres défiler sur son écran, non pas en criant, mais en murmurant une condamnation silencieuse et accablante du pouvoir incontrôlé. Son cas était loin d'être unique. Il était d'une singulière banalité, et c'est dans cette prise de conscience que résidait le véritable danger. Elle transmit le rapport au directeur adjoint Ramos, accompagné d'une brève note, il ne s'agit pas d'un incident isolé, mais d'une question de culture. 2 jours plus tard, Ramos apparut à la porte de son bureau, appuyé contre le cadre, comme un homme accablé par trop de décisions. « J'ai besoin que vous informiez le ministère de la Justice, dit-il. Léna leva les yeux. « Vous parlez du ministère de la Justice ?» Elle hocha la tête. « Et pas seulement votre cas, mais toute cette histoire. » Il désigna le rapport élogieux, et à cet instant, elle comprit que ce n'était plus une simple encart, c'était un dossier solide. Le ministère de la Justice a demandé une réunion d'information privée. Léna n'était pas seule, un comité de surveillance a dépêché 2 collègues, l'un analyste comportemental, l'autre expert en équité procédurale. Ils se sont réunis dans une salle de conférence beige, autour d'une longue table en bois, face à 4 procureurs fédéraux et à un chargé de liaison pour les droits civiques. Léna leur a montré ces images et 2 autres montrant des échanges presque identiques, des agents différents, le même scénario. Vous n'avez pas l'air d'être du coin. C'est juste une précaution. Il y a eu des cambriolages. Entre chaque clip, elle laissait parler le silence. Puis elle superposait l'historique des contrôles du commissariat sur des cartes thermiques démographiques. La disparité était incontestable, c'était mathématique. Un avocat se pencha en avant. Ça n'a jamais été signalé aux affaires internes? Pas de plainte officielle, répondit Léna. La plupart des gens veulent juste rentrer chez eux. Ils ne se plaignent pas. Une représentante du ministère de la Justice griffonna dans son carnet. Après une pause lourde de sens, Léna poursuivit, « Il ne s'agit pas de brebis galeuses, dit-elle d'un ton ferme. Il s'agit d'un environnement qui garantit que ces brebis galeuses ne pourriront jamais. » Les questions s'ensuivirent sur la politique, la formation, la surveillance et Léna répondit à chacune avec l'autorité tranquille de quelqu'un qui avait passé des années à écouter les excuses d'hommes convaincus que les règles ne s'appliquaient pas à eux. À la fin de la réunion, le chargé de liaison pour les droits civiques s'est levé. « Nous émettrons des recommandations non seulement pour ce commissariat, mais pour tous les services de banlieue présentant des indicateurs similaires. » Léna hocha la tête. Elle ne sourit pas, mais quelque chose s'éclaircit dans sa poitrine. La même semaine, le comité d'éthique interne du FBI a publié une note, tous les agents des zones signalées pour disparité démographique seraient soumis à un contrôle obligatoire, guidé en partie par les images de Léna. Son enregistrement caché autrefois un acte d'autopréservation était devenu un outil de formation fédérale. Entre-temps, le dossier de l'agent Dinley a été rouvert. 5 interpellations antérieures, jusque-là classées sans suite, faisaient désormais l'objet d'un contrôle officiel. L'agent qui avait raillé la retenue de Léna répondait soudain à des questions qu'il ne pouvait éluder. Mais le changement n'était pas seulement bureaucratique, il était culturel. Léna a commencé à recevoir des courriels discrets d'autres agents, de policiers et même de répartiteurs, j'ai vu la vidéo de formation. Merci. Je n'avais pas réalisé à quel point c'était mauvais avant de la revoir. Vous avez tenu bon. Cela signifie plus que vous ne le pensez. Certains messages provenaient de femmes, d'autres de collègues qui n'avaient jamais été contrôlés, mais qui soupçonnaient que le poids du travail policier n'était pas réparti équitablement. Elle lut chaque message, mais ne répondit qu'à quelques-uns. Son objectif n'était pas d'applaudir, mais de donner suite. Un courriel retient l'attention, celui d'un sergent noir d'un comté voisin, ma nièce traverse ce quartier en voiture tous les matins pour aller à l'école. Avant, je lui disais de faire profil bas. Maintenant, je lui dis d'avoir une caméra embarquée. Ce n'est pas encore justice, mais c'est un début. Léna l'imprima et le scotcha dans son casier, lui rappelant que son calvaire matinal ne se résumait pas à un simple arrêt, il s'agissait d'un script invisible inscrit dans les trottoirs,
dans le silence et dans le sentiment de sécurité. Il lui fallut un badge fédéral, une caméra cachée et une endurance à toute épreuve pour prouver ce que des milliers de personnes savaient déjà. Même là, Lena savait que ce n'était pas suffisant. Mais c'était du mouvement. Ce soir-là, elle se tenait devant le miroir de sa salle de bain, cravate dénouée, veste toujours sur elle, des heures après la fin de son service. Son appartement vibrait au rythme lointain de la ville. Elle ne se sentait pas héroïne, et encore moins victorieuse. Ce qu'elle ressentait était quelque chose de plus froid, de plus stable, un poids moral enfin perçu, mais pas encore levé. Elle repensa à cet arrêt pour la 100e fois, non pas par doute, mais parce qu'elle savait que les choses avaient failli changer. Et si sa voix s'était brisée? Et si elle n'avait pas été du FBI? Cette dernière pensée la hantait au plus haut point. Pour chaque Lena Whitaker avec des papiers fédéraux, il y avait des milliers de femmes avec la même peau, la même voix, le même code postal, des femmes qui n'avaient jamais eu de badge, d'enregistrement, ni le privilège d'être crues. Elle réalisa que la justice ne ressemblait pas toujours à un tribunal. Parfois, elle ressemblait à un document discrètement classé. Parfois, à une nouvelle vidéo de formation envoyée à des milliers de boîtes mail. Parfois, elle ressemblait à un homme contraint de reconsidérer une décision qu'il croyait autrefois anodine. La véritable justice devait aller plus loin, elle devait être imaginée différemment, ancrée dans l'instinct même de ceux qui s'engageaient à protéger. Le lendemain matin, Lena arriva tôt au travail, vêtue de la même veste que ce jour fatidique. Cette fois, elle épingla un petit revers sous le col, un cadeau d'un collègue qui avait visionné la vidéo et dit simplement « Tu m'as rappelé à quoi devait ressembler ce badge ». Dans la salle de conférence, elle consulta la dernière version du module de formation. Sa voix, calme et mesurée, commenta la vidéo. Elle ne joua pas l'indignation, elle joua la responsabilité. Lorsqu'elle lança la lecture, l'écran se figea sur le moment de pause ou le silence. La question « Ça vous dérange si je jette un œil à l'intérieur du véhicule ? Y a-t-il une raison légale de fouiller ?» Et dans ce subtil glissement, la justice dit la vérité. Pour l'instant, c'était suffisant. Lena était satisfaite de savoir que le prochain policier qui regarderait ces images entendrait sa voix avant de commettre la même erreur. Et peut-être, que cela changerait quelque chose. On se dit que la justice est aveugle, qu'elle ne voit ni la peau, ni le badge, ni le voisinage. Mais qu'en est-il si la justice n'est pas aveugle du tout, mais voit tout et choisit simplement où regarder? Lena Whitaker n'a pas élevé la voix ni joué les siens. Elle a laissé le système se regarder dans le miroir, et quand il l'a fait, il a tremblé. Cette histoire ne parle pas d'une loi enfreinte, mais d'une habitude brisée, le réflexe de douter, de s'arrêter, d'affirmer son pouvoir quand il n'en a pas besoin. Elle parle des manières discrètes dont la dignité est mise à l'épreuve, et des manières encore plus discrètes dont les gens se défendent. Alors ce soir, posez-vous la question, dans un pays où le silence peut signifier la survie, que faut-il pour parler sans élever la voix?